De retour sur Canal 10 en direct. Merci d'être avec nous dans l'émission Focus, consacrée ce soir à l'épilogue de la barre AB, du quartier évidemment d'Henri IV, de la cité Henri IV. Parce qu'au-delà des murs, c'est surtout des vies qui ont été concernées par ce chantier. On continue d'en parler avec nos invités, on le sait. Les opérations de démolition s'accompagnent toujours de relogement. Aujourd'hui, peut-on dire que toutes les familles ont été accompagnées dans ce relogement, dans de bonnes conditions. Cette fois-ci, je me tourne vers vous, responsable du développement, ma foi, monsieur Lanclas. Alors, est-ce qu'elles ont toutes été accompagnées dans de bonnes conditions ? En tout cas, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour pouvoir les accompagner tout le long du processus. Cette question du relogement, c'est le nerf de la guerre. Oui. L'opération, elle ne démarre pas sans relogement. Il faut démolir, on ne démolit pas des bâtiments occupés. Oui. Donc, première chose, c'est de pouvoir reloger les occupants dont les bâtiments sont concernés par la démolition. Donc, la difficulté qu'on a eue sur cette opération, c'est que, en général, lorsqu'on amorce une opération d'aménagement, on commence par construire du neuf. Comme ça, on a des solutions de relogement des familles. Ici, les choses sont allées très très vite et finalement on était plutôt pauvre en opérations neuves au moment d'attaquer le projet. Alors, quelles ont été les alternatives et les solutions apportées ? Donc seule alternative, c'est reloger dans le parc existant. Donc d'abord, effectivement, là où on a de la vacance, et là où on n'a pas de vacances, c'est de créer de la vacance. Donc les personnes qui ont des ressources et qui peuvent prétendre à des loyers plus importants, c'est de les proposer un relogement dans d'autres résidences, de manière à ce que justement les logements dont les loyers sont relativement bas et conformes aux revenus des populations à reloger puissent leur être proposés. Donc ça a été un challenge, un véritable challenge, et on n'y croyait pas d'ailleurs, et finalement on y est presque, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 90% de relogement. On y croyait quand même. On n'est pas... On a le positif et le défaitiste. Non, c'est pas ça. Rien ne s'est fait de grand dans le monde sans passion. Non, on a... je suis un foutu de dire qu'il disait ça, mais c'est quelqu'un d'intéressant. On a effectivement eu sur cette opération un gros challenge de relogement, parce qu'on n'a pas dû reloger une fois, mais 3 fois, en vrai, sur la barre AB. C'est-à-dire qu'on a d'abord relogé les habitants, et après, on a été squatté une première fois. On a dû faire sortir les squatteurs, mais évidemment dans une logique d'accompagnement et pas dans une logique de force brutale au service de l'expulsion. Et on a dû le faire une deuxième fois parce qu'en fait les travaux ont pris du retard justement parce que il y avait un certain nombre de sujets qui étaient encore pendants. Et donc ça nous a amené à faire 2 choses. La première, à intégrer notre propre service d'action sociale de proximité avec nos propres assistantes sociales, nos propres conseillers en économie sociale et familiale, pour porter justement notamment ces opérations de relogement et les porter avec une équipe dédiée plutôt que de la prestation et être capable de répondre à toutes les problématiques à chaque instant. On a aussi mis vraiment la barre très haut sur le relogement avec des enquêtes sociales approfondies pour savoir ce dont les gens avaient envie, ce dont les gens avaient besoin, ce à quoi ils pouvaient prétendre, et faire en sorte que à chaque fois qu'on fasse une proposition, cette proposition, elle soit celle que la personne attend. Alors après, on est dans le monde de l'immobilier. Si vous avez déjà rêvé de devenir propriétaire, on n'achète jamais ce dont on rêve, on achète ce qui s'en éloigne le moins. On n'achète même pas ce qui s'en approche le plus, on achète ce qui s'en éloigne le moins. Mais c'est pareil pour un logement locatif social ou un logement locatif intermédiaire. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette question du relogement. On a commencé le relogement il y a un peu plus d'1 an et demi. Pour toutes les familles de l'opération RUCAP. Et aujourd'hui, effectivement, on a plus de 95% des ménages qui sont relogés sur Chicane et sur Bergevin. Avec effectivement des contraintes très lourdes, c'est-à-dire que il y a 10 ans, on produisait 1200 logements par an en Guadeloupe. Aujourd'hui, on en produit 250. On a 14 000 demandeurs.
on avait 1 millier de foyers à reloger, à peu près, tout bailleurs confondus. Et on a 1000 décohabitations chaque année. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites en disant il ne faut pas produire de logements, il faut arrêter d'en produire parce que la population diminue. Presque vrai que la population diminue. En revanche, les jeunes décohabitent de plus en plus du foyer familial parental. Et donc tous les ans, on a 1000 nouvelles familles qui rentrent sur le marché du logement et qui cherchent un logement. Et donc on a eu vraiment on est arrivé à un goulet d'étranglement au moment où il fallait reloger tout le monde. Et alors c'est encore pire pour nous, la SIG, parce que nous, on a non seulement la RUCAP, le programme de renouvellement urbain de Cap Excellence, mais en plus on a réinventé la Pointe avec Pointe-à-Pitre, alors là qu'on porte tout seul pour l'instant. On espère bien que l'ANRU jettera un œil bienveillant sur ce dossier dans les mois qui viennent, mais on a 1200 personnes à reloger dans les 10 ans qui viennent, en même temps que la RUCAP se déroulera. Donc c'est vraiment un enjeu très fort, à la fois de prévision, d'anticipation, de production, d'anticipation, et aussi, et c'est le plus important, d'accompagnement. Parce que on ne fait pas passer une bille d'une case à une autre, on discute avec des êtres humains qui ont des envies, qui ont des craintes, qui ont des attentes, qui ont des besoins, et plus on s'oriente vers les personnes âgées, plus les attentes et les besoins sont importants, et puis il faut les prendre avec beaucoup d'attention. Donc voilà, c'est un chantier assez long qui nécessite beaucoup de coordination et de concertation avec les élus, avec les associations, avec les habitants. Je ne vous cache pas qu'il nous est parfois arrivé de nous faire traiter de certains noms d'oiseaux avec des habitants qui ont pas confiance. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le temps est notre allié. C'est-à-dire que au fur et à mesure, les gens voient qu'on a dit ce qu'on allait faire, qu'on a fait ce qu'on avait dit et qu'on a essayé de bien le faire. Et c'est ça qui compte. Justement, en parlant un petit peu des craintes que pourraient avoir les habitants, ils évoquent aussi une forme de crainte de perte sociale très forte, parce que ils ont aussi peur de cette rupture du vivre ensemble dans le quartier. Qu'est-ce que vous leur répondez pour les rassurer, si c'est le but ? Alors, d'abord, nous, je l'ai dit tout à l'heure, on a intégré une équipe d'action sociale. On est en train de lancer un projet scoop inauguration mercredi à Capesterre du premier Big Bocase. Alors si mon créole ne me trompe pas, un abri près de chez vous. C'est ça en fait, dans tous les quartiers politiques de la ville, on va créer des tiers-lieux solidaires qui seront animés par les habitants, pour les habitants, avec tous les grands acteurs de la vie associative et culturelle. Aujourd'hui, oui, des associations comme la Tyrolienne se demandent mais qu'est-ce qui va se passer dans le quartier ? Nous, tout ce qu'on fait dans le quartier, on le construit avec la Tyrolienne. Et croyez-moi, Éric Nanette, il est suffisamment malin pour que chaque bailleur qui intervient dans le quartier ait envie de construire avec Éric Nanette. Donc voilà, et c'est important. D'abord parce que c'est des figures du quartier. C'est vraiment des figures. Et il y en a une dans chaque quartier. Là, c'est la Tyrolienne. Au Rézé, c'est Rézé City. Alors, je vous remercie de ne pas vous moquer de mon accent, mais Antigraine en Bas-Feuille, voilà, ça y est, je l'ai dit. Très bien. Ouais, je m'entraîne parce que j'ai des amis avec qui on fait le Wolfest qui se moquent de moi à chaque fois que j'essaye de prononcer le nom de cette association. Et puis là, vous êtes à la télé. Voilà, oui, c'est vrai en plus. J'avais oublié ça. Et merci de me le rappeler. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ce monde associatif, en fait, parce qu'ils connaissent les gens, ils savent ce qu'ils attendent. On le fait sur Mortenol aussi avec Rudy Chasselas, avec toutes les associations qui travaillent sur Mortenol. On le fait partout où il y a des associations et on encourage les gens à se monter en association. L'enjeu, pour nous, il n'est pas de désocialiser, au contraire. Il est de remettre le développement humain et l'action sociale au cœur des quartiers. C'est pour ça qu'on fait un quartier, un musée. C'est pour ça que quand Cap Excellence est venu voir en disant on a besoin de sous pour faire Îlot Jazz, est-ce que vous pouvez nous aider ? On a dit oui. Mais avec les autres bailleurs, on a dit on veut des concerts en pied d'immeuble, on veut que les gens ils soient au balcon à écouter du gospel. Merci Georges Seba. C'était vraiment génial. Et c'était vraiment, vraiment génial. Alors au début, on a cru qu'on allait se planter, parce qu'il y avait 25 personnes dans la rue. Et puis on a vu descendre les gens avec les fauteuils, les sièges. Voilà. Aujourd'hui, il y a une certitude. La culture, l'action sociale, les marchés solidaires, mettre des arbres, mettre des plantes, permettre de cueillir des choses dans les quartiers, ça va changer la vie des gens. Et au contraire, ça va créer de la socialisation. En fait, ce qu'il faut, ce à quoi on travaille, nous, c'est... On ne veut pas de citoyens de seconde zone.
On ne veut pas de gens invisibles au motif qui sont pauvres ou qui vivent dans un quartier. En fait, on a une conviction, en tout cas moi je l'ai, et je sais que tous les gens avec qui je travaille à la SIG l'ont. C'est pas vrai partout, c'est pas vrai dans tous les territoires, mais nous on a une vraie conviction, c'est que le quartier, c'est pas une fatalité, le quartier, c'est une chance. Et que la société de demain, celle qui réussit, elle se construit dans ces quartiers. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour amener de l'action sociale, de l'éducation, de la santé, de la prévention, des interactions, de l'art, de la culture, vous parliez d'improvisation tout à l'heure, du théâtre d'impro, tout ce qu'on peut faire, de la musique, réinventons la pointe au talent, pardon, dans le cadre de Pointe-à-Pitre, des Start avec le département. Il y a plein d'initiatives. On a plein de gens qui ont envie, on a plein de gens qui savent faire. On a des anciens qui jouent hyper bien du goka. On a des jeunes qui vont les chercher pour faire des léos. Culturellement, j'assure. On a des écrivains, on a des poètes, on a des musiciens. Alors les musiciens, on en a. Il y a tout pour créer du lien social. Il y a tout justement pour éviter que cette société s'élite. Juste, il faut capitaliser sur les bonnes choses. Et je vais dire un truc tout bête, mais les bonnes choses, c'est ni la délinquance, ni la drogue, ni la peur. Les bonnes choses, c'est justement la tradition dont on parlait tout à l'heure, ce que les gens se transmettent. Moi, je vais vous dire, quand je suis arrivé, une des collaboratrices, quand je suis arrivé en Guadeloupe, une des collaboratrices de David Lanclas m'a emmené chez Akio. Du bien démarrer jusqu'au jour gras. Ça se voyait. Je me suis dit un truc, c'est que quand on a autant de gens qui viennent d'autant d'endroits différents, qui sont mus par la même envie d'avancer ensemble au son de la musique, avec une espèce d'énergie tellurique incroyable, si on est capable de recréer ça dans nos quartiers, si on est capable de recréer ça dans nos entreprises, si on est capable de recréer ça dans notre société guadeloupéenne, alors on a tout bon. Et il y a tout un tas de gens qui arrivent à le faire. Donc il n'y a pas de raison que collectivement on n'arrive pas à aboutir à ça. Alors moi je crois au contraire à une plus grande socialisation, mais avec les associations, avec les gens, et pas des idées qui descendent de bureaux dans des tours d'ivoire, mais vraiment en prise avec le terrain. Continue. Pardon. Si je peux me permettre de compléter son propos, il y a un élément également important, c'est de construire avec eux. Là, ça va être un de nos enjeux, puisqu'on va aborder les études, proprement dit, de conception de ces quartiers-là, et c'est de pouvoir penser, d'imaginer le quartier avec la population, parce que ce sont eux qui vont habiter ces quartiers. Et l'appropriation, elle se crée là. C'est pas la SIG qui construit la ville, qui ne construit uniquement la ville. La SIG met en place un équipement, mais c'est leur équipement, c'est pour eux. Pour reprendre un propos très local, la pâte à la SIG, c'est ta c'est ta population. Voilà, c'est un enjeu. On s'appuie effectivement beaucoup sur les associations. On a cité principalement l'association La Tyrolienne qui est au cœur du quartier sur lequel on intervient. Tout à fait. Et voilà, c'est pour nous un tremplin pour pouvoir toucher le maximum d'habitants, de résidents du quartier et être sûr de la transformation qui est en train de s'opérer. On n'est pas naïf, mais on se dit que vous n'allez pas pouvoir parler, c'est horrible. On n'est pas naïf, mais on se dit qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la ville se construise elle-même par les habitants et pour les habitants. Et finalement, nous, si on est un acteur de service public, on est vraiment un outil au service des habitants, plutôt qu'un espèce de gros rouleau compresseur qui vient et qui fait ce qu'il veut dans les quartiers. Parce que justement, c'est ce qui s'est fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et c'est ce qui n'a pas marché. Continuons un petit peu dans cette chose, je ne sais quoi, immatérielle, notamment pour conclure un petit peu sur la mémoire collective. Ce week-end, il y a eu une journée mémorielle qui a été organisée avec des associations, des habitants. Est-ce que ce type d'initiative change un petit peu la manière dont vous percevez ce projet en tant que la SIG ? Moi ? Ok. Oui et non. Oui, parce que ça nous oblige. Ça nous oblige que les habitants, que les associations s'emparent
d'un projet qui, au départ, était le projet d'une collectivité, le projet d'un bailleur. Et donc, on trouve ça très intéressant. Ça nous oblige parce que c'est une donnée à prendre en compte qui n'était pas forcément prise en compte dans les premiers programmes en rue qu'il y a eu. C'est quelque chose qui était voulu, mais qui n'avait jamais été complètement réalisé. Ça s'est souvent réalisé a posteriori. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça se réalise a priori. Et non, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, notre métier, c'est l'humain. Alors, pendant longtemps, et à commencer par la SIG, qui est le plus gros bailleur de Lille, je ne dis pas ça pour énerver mes homologues, c'est juste une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on a les bâtiments en meilleur état. Hein. On est conscient aussi de nos points de progrès. Mais on a beaucoup construit. Parce qu'à un moment donné de notre histoire, il fallait sortir les gens de l'insalubrité. Il fallait leur donner accès au confort moderne. Et donc, on n'a pas forcément entretenu notre patrimoine comme il fallait. On n'a pas forcément pris le temps de co-construire, d'être en intelligence collective. Et pourtant, on a été en fait des constructeurs, on a fait du logement. Et on a peut-être un peu mis de côté l'aspect social de notre démarche, en considérant que c'est déjà, si c'était pas cher, c'était social. Parce que c'était un peu ça l'idée du logement social au départ. Mais c'est pas ça le logement social. Le logement, quel qu'il soit, dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quel pays, en particulier au XXIe siècle, il doit être confortable et abordable. Ça, c'est le logement. Social, c'est comment on fait de ce logement un catalyseur de développement humain. Comment on y crée de l'émulation positive entre les gens, comment on donne accès aux études, comment on donne typiquement ce qui s'est fait avec ces jeunes qu'on a embauchés en CDI, enfin c'est pas nous, c'est une entreprise qui travaille avec nous, en CDI plutôt que de faire des heures d'insertion au moment où on a désamianté la Barabé. Comment on en fait un lieu d'épanouissement culturel, comment on en fait un lieu de dialogue, comment on en fait un lieu d'écoute et de partage, comment on en fait un lieu finalement de vie apaisée au quotidien. Et cette dimension sociale, aujourd'hui, elle est au cœur de notre projet. Nous, ce qu'on a affiché, le projet de la SIG, le projet d'entreprise de la SIG, qu'on a appelé projet de territoire, c'est un projet qui a été co-construit avec la moitié des salariés de l'entreprise. Et qui se base sur leur vision, sur leurs idées, puis qui a été challengé par les associations, par les élus, par l'État, par les institutions. Et il en ressort un truc, c'est nous, notre mission, c'est de bien loger tous les Guadeloupéens, et notre ambition, c'est d'être le partenaire de référence de tous les projets qui vont se monter sur le territoire. Et quand je dis projet, c'est pas nécessairement un projet de logement. On n'en parle pas, mais moi, par exemple, je trouve que on a la chance d'avoir Kenny Piperol, qui est un Guadeloupéen, qui est navigateur. On accompagne Kenny. On est partenaire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sponsor officiel, parce que d'abord, c'est pas dans notre projet social. On n'a pas notre logo sur son bateau. Mais on cofinance son épopée, avec en contrepartie le fait qu'ils viennent parler aux jeunes des quartiers de ce que c'est que de monter un projet, de ce que c'est de se prendre les obstacles un par un, comme disent les Japonais, 7 fois à terre, 8 fois debout, et de continuer et d'être le premier Guadeloupéen à skipper sur la route du Rhum. Voilà. Et d'être jeune, enfin, ce qu'il est super jeune. Mais voilà, donc l'idée, c'est de créer des vocations, de créer des envies, et de montrer, en fait, que, encore une fois, il n'y a pas de fatalité dans les quartiers. Il y a ce qu'on est capable de leur offrir, tous collectivement, les élus, les bailleurs, les associations. Et à ma connaissance, tout ce qu'on a été capable d'offrir jusqu'à présent, ça a été saisi avec beaucoup d'enthousiasme. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Nous arrivons bientôt au terme de cette interview, de cette entrevue. J'aimerais vous poser une dernière question. Au fond, est-ce que vous pensez que ce nouveau quartier pourra recréer une forme d'attachement comme celui qui existait avant ? La forme d'habiter sera différente. On ne sera pas sur de grands ensembles comme auparavant où tous les voisins se rencontraient sur la coursive. Je le disais tout à l'heure là, maintenant les programmes c'est une vingtaine de logements, donc on doit pouvoir trouver d'autres leviers pour que cette dimension humaine puisse subsister, puisse être pérennisée. D'abord, nous avons, SIG, un rôle à jouer.
on l'a saisi. Donc, il en parlait tout à l'heure là, le premier Big Bocase qui va être inauguré sur la commune de Capesterre-Belle-Eau. Donc, c'est déjà une première réponse à ça. Et deuxième élément, c'est de s'appuyer principalement sur les associations. Voilà, ce sont eux qui sont au cœur de la cohésion sociale véritable au quotidien, en tout cas dans ces quartiers-là. Voilà. Et moi, je vais rebondir en disant que je pense qu'on avait un attachement pour ces quartiers aussi et pour la solidarité entre voisins parce qu'on y a vécu des galères, parce qu'on y a vécu sous contrainte très souvent et que la contrainte, elle est en particulier dans nos territoires génératrice de solidarité et d'innovation. Et je crois que demain, on sera attaché à ces quartiers justement parce qu'il n'y aura plus de contraintes. Et que c'est ça qui fera l'attachement. Le confort, le calme, le bien-être. Et pas de questions sur est-ce que j'aurai de l'eau ce soir ? Est-ce que les égouts vont remonter dans mes toilettes ? Est-ce que j'aurai de l'électricité ? Est-ce qu'il y aura de la lumière ? Est-ce qu'il n'y a pas un coup de feu qui va partir ? Voilà. Donc moi, je crois beaucoup que c'est une autre forme de sociabilisation qui va se réaliser dans ces quartiers-là, beaucoup moins contrainte et beaucoup plus apaisée. Merci beaucoup, Monsieur Bajard, pour les mots de la fin. Merci aussi, Monsieur Lanclas, pour votre analyse. Ce soir, nous avons vu comment la démolition de la barre AB à Pointe-à-Pitre marque bien plus qu'une opération technique. C'est la fin progressive d'un ensemble urbain construit, je le rappelle, dans les années 60, inscrit dans une époque, dans une organisation sociale, dans une mémoire collective forte. Mais cette transformation pose aussi une question existentielle qui reste au cœur des débats dans les années à venir. Et je voulais vous la poser à vous, téléspectateurs. Comment reconstruire sans effacer ce qui faisait l'âme d'un quartier ? Merci encore de nous avoir suivis dans l'émission Focus. Je vous souhaite évidemment une très belle soirée à vous tous. Et je vous dis à demain, à même heure sur Canal 10.